Alors bonjour Marianne. J'ai voulu te recevoir sur la chaîne pour ce livre que tu m'as gentiment envoyé après que je te l'ai demandé. Ça s'appelle L'égalité, un courage politique et le sous-titre c'est Dans le monde libre, la liberté oui découle de l'égalité, pardon. J'ai eu un petit et c'est un livre en fait qui est très intéressant. C'est un livre qui voilà, je spoil tout de suite, hein, je le dis pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est un livre qu'il faut vraiment lire parce que eh bien il donne énormément de matière à la réflexion, parce que c'est un livre rigoureux, je pense, comme les réflexions de Marianne. Donc voilà, c'est un livre intéressant et c'est pour cela que l'on se rejoint aujourd'hui. Alors Marianne, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation et j'aurais souhaité dans un premier temps, s'il te plaît, eh bien que tu te présentes un peu, que tu nous dises qui tu es, s'il te plaît. Donc, je suis une juriste, donc diplômée en droit. J'ai également, je suis également diplômée d'HEC Paris, où je me suis spécialisée en marketing. Et j'ai construit ma carrière à la fois dans le monde de l'art et également dans l'administration publique, où je me suis intéressée particulièrement au concept de liberté, d'égalité, de solidarité. C'est D'accord. pourquoi ce livre est venu comme une évidence pour moi, parce que je considère que l'égalité dans les faits n'est absolument pas réalisée dans notre société. Et je pense que l'amélioration de cette égalité améliorerait le bien-être pour tous. D'accord. Alors justement, le livre, j'allais t'en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant de nous dire ce qu'il y a dans le livre et puis qu'on en discute, est-ce que tu peux nous expliquer, eh bien, tout simplement, pourquoi ce livre en fait? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que c'est un ouvrage, comme je l'ai dit, qui est rigoureux, du coup, qui a dû demander beaucoup de travail, mine de rien, hein. C'est souvent dans les livres les plus simples qu'il y a le plus de travail. C'est pas que le livre est simple, mais le livre est accessible à la lecture. Et on sait souvent, pour moi qui lis beaucoup de livres, on sait que c'est quand c'est simple à la lecture qu'il y a beaucoup de travail en amont. Donc du coup, ça a dû nécessiter de ta part beaucoup de travail. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir écrire ce livre, L'égalité, un courage politique? Ben, l'année 2024 est une année particulière, puisque plus de la moitié de la population mondiale va avoir l'occasion de voter. Et est-ce que c'est seulement parce que les gens votent que nous sommes en démocratie? Est-ce que tout le monde a les mêmes droits? Ce sont des questions qu'on peut légitimement se poser. J'ai écrit ce livre aussi parce que je suis particulièrement sensible aux injustices. C'est quelque chose qui me fait mal. Et je me suis posé des questions sur notre société. Notre société où on prône une liberté à tout crin. On n'a pas fini de dire que la liberté devrait être totale. Et je me suis posé des questions, mais est-ce que c'est vraiment pour notre bien que cette liberté devrait être totale? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout de ce principe mai 68 art, il est interdit d'interdire. Voilà, moi je me pose toutes ces questions. Et je voulais aussi écrire un livre qui soit accessible à tous, parce que pour moi c'est ça aussi le principe d'égalité. J'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé mes études de droit. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'égalité, la démocratie, l'état de droit, quels sont en fait les cadres qui ont été construits pour qu'on puisse vivre ensemble. Et pour moi, c'est vivre libre ensemble qui est D'accord, mon idéal. d'accord. Et donc, d'après ce que j'ai compris de la lecture, pour vivre libre, il faut vivre d'abord égaux. Il faut qu'on soit égaux pour justement accéder à cette liberté. Alors, dans le livre, vous retracez comment dire, toutes les avancées en fait qui ont amené notamment l'Occident, mais pas seulement, mais notamment l'Occident à cette égalité
imparfaite, comme vous le disiez, mais en tout cas à une égalité quand même beaucoup plus importante maintenant qu'avant entre les hommes et les femmes. Et c'est un point très important du livre, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, ma question, c'est pourquoi en fait, pourquoi parler de cette égalité? Est-ce que cette égalité entre les hommes et les femmes vous paraît comment dire, être en danger aujourd'hui? Ouais, on va commencer par cette question simple. J'en avais une deuxième, mais on verra après. Mais du coup, est-ce que cette liberté, est-ce que revenir sur l'historique de ces libertés signifie chez vous une inquiétude de régression en fait de ces libertés qui avancent entre les hommes et les femmes? Ben, je ne voudrais pas faire ma Simone de Beauvoir en disant que on devra toujours veiller à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes soit préservée, parce qu'il suffira d'une crise pour que tout soit remis en question. Moi, je suis une juriste et je fais aussi du droit comparatif. C'est ce que j'ai fait dans mon livre. J'explique la situation juridique en France, je l'explique en Belgique parce que c'est mon pays natal. J'ai vécu 15 ans en France, donc je connais bien la situation et le droit français. J'ai aussi étudié les traités européens qui accordent ces droits de l'homme, mais ils n'accordent juridiquement une égalité aux femmes que depuis 1948. C'est quelque chose de tout à fait récent. Et concernant les Français et les Françaises, moi je suis un peu inquiète pour les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution française n'est garantie que dans le préambule de la Constitution de 1946. Donc, il suffirait qu'un gouvernement dise « Ah, mais mes amis, ce n'est quand même que dans le préambule. On ne va pas s'attaquer à la Constitution, ce n'est que le préambule. Donc, l'égalité de droit entre les hommes et les femmes, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas à la trappe? Ça serait très facile juridiquement. » Donc, ce qui a été fait peut être des faits. Ça, c'est quelque chose qui est constant. C'est aucun droit n'est intangible. La démocratie est le régime certainement le plus fragile. Il offre une liberté d'expression et d'opinion générale à tous, avec certaines balises chez nous, mais malgré tout, il y a cette liberté d'expression. J'entends la fragilité, c'est important de le rappeler, effectivement, la fragilité du droit et la fragilité de cette égalité imparfaite que l'on a acquise entre les hommes et les femmes. Mais j'y reviens, pardonnez-moi d'insister, mais est-ce que vous, enfin, cette égalité imparfaite vous semble en danger aujourd'hui? Et si oui, est-ce que vous arrivez à identifier ces dangers? Ben, à chaque fois, les extrémistes, que ce soit de droite ou de gauche, pour moi, ce sont les ennemis de cette égalité, de cette démocratie. Je pourrais donner deux exemples, d'un côté comme de l'autre. Je serai absolument égalitaire à nouveau. Un exemple où l'extrême gauche est absolument liberticide, c'est lorsqu'elle empêche Marguerite Stern d'aller débattre à l'ICEP il y a quelques jours du problème des dérives du transgenrisme. Comment est-ce possible que dans nos démocraties, on fasse tout pour essayer de silencier un débat démocratique qui est extrêmement intéressant pour nos sociétés? On a le droit de se poser des questions, on a le droit de poser des questions publiquement, et c'est absolument indispensable. Une des conditions de la démocratie, c'est justement ces débats publics d'opinions différentes. Si ces débats publics d'opinions différentes n'ont plus lieu, il n'y a plus de démocratie. Un exemple maintenant du côté de l'extrême droite. Chaque fois que Marine Le Pen s'est trouvée au Parlement européen
pour voter sur les droits des femmes, elle a voté contre. Donc, D'accord. à nouveau, aucun espoir pour moi du côté des extrêmes. C'est pour ça aussi que il m'a semblé être très très important pour pouvoir accorder les mêmes droits à chacun, de ne céder à aucune discrimination, ni d'un côté ni de l'autre. D'accord. Mais Eh c'est la bien, position la plus difficile. C'est celle qui est vraiment la plus difficile à tenir parce que sous le coup de la colère, on aurait envie de réagir de façon plus radicale et plus rigoureuse. Mais hmm, à ce moment-là, notre démocratie s'écroule. ouais, Et c'est ce fragile équilibre qu'on doit tous lutter pour préserver. ouais. Du coup, on va parler d'universalisme en fait, parce que vous m'y avez fait penser en disant qu'il ne faut pas discriminer et que la discrimination, c'est une entaille à cette égalité que vous prenez. Euh, Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, définir ce qu'est l'universalisme? Parce que vous avez des gens qui vont vous dire que l'universalisme, eh bien, comment dire? C'est quelque chose qui découle de l'anthropologie, je vais utiliser des grands mots, mais de l'anthropologie occidentale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'autres universalismes ailleurs, sauf peut-être les universalismes religieux, comme l'universalisme musulman, par exemple. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui pour vous définit notre universalisme à nous, ici, et comment permet-il de ne discriminer personne, y compris ceux qui refusent comment dire, de se soumettre à cet universalisme, parce que ça reste une philosophie politique, l'universalisme. On est libre de le rejeter, et comme chacun de nous deux le sait, il y en a qui le rejettent. Ah, absolument. Et, et Cyril, je vous remercie de poser cette question parce que je crois que cette adhésion ou non à l'universalisme, je crois que c'est vraiment la clé de nos sujets et de nos préoccupations démocratiques. L'universalisme signifie qu'on se préoccupe de l'ensemble de l'humanité, que chacun compte, qu'on doit traiter qui que ce soit de la même façon s'il se trouve dans une situation similaire. Et donc, l'universalisme, il est né en 1948 lorsque, pour la première fois, un traité international de droits humains a reconnu que on avait justement dans son article 1 que tout être humain a droit à l'égalité. Et la grande différence, justement, c'est de dire tout être humain et plus tout homme. Et ça, c'est une révolution copernicienne des droits humains. C'est Ouais. énorme puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lors de la Révolution française, s'accrochait bien aux droits de l'homme, à Alors l'exclusion juste de pour la mettre une femme. petite parenthèse, et peut-être que vous allez pouvoir répondre, pardon, je vous coupe juste 2 petites secondes, c'est que certains vous répondront que dans les droits de l'homme à l'époque, et même aujourd'hui de toute façon, hein, même si c'est contesté par les féministes justement, les droits de l'homme avec un H, ça comprend les femmes, Euh, avec un grand H. oui, certainement, certainement, mais lors de la Révolution française, on se rend bien compte que malgré toutes les femmes révolutionnaires qui ont participé à cette révolution, elles ont été exclues de, ne fût-ce que rien que par le droit de vote. Le Hum, droit de vote, on bien excluait les sûr. femmes, les pauvres et les esclaves. Donc, sous couvert de droits de l'homme universel, ce n'était quand même que pour les hommes riches et blancs. C'est qu'à l'époque, il y avait que des blancs, du coup, c'est eux qui l'ont inventé aussi.
Je suis tout à fait d'accord. Et je vais justement pouvoir rebondir sur cette critique qu'on a fait de l'universalisme, étant donné que cette égalité de droit n'a pas abouti complètement dans la réalité. Certains se sont dit, ah bah, puisque ce n'est pas encore abouti, on va jeter l'universalisme avec l'eau de son bain. Et donc, c'est ainsi qu'est né l'intersectionnalisme. L'intersectionnalisme a prétendu, il y a des gens qui subissent des doubles, des triples, voire quadruples discriminations. Que fait-on des femmes noires, handicapées, lesbiennes? Elles ne sont absolument pas prises en compte par ce vilain universalisme de petits bourgeois blancs et c'est absolument honteux. Moi, c'est ce que j'entends dans la bouche des intersectionnalistes et donc c'est assez dramatique parce que est-ce que vous allez jeter la démocratie sous prétexte qu'elle est imparfaite, jeter l'égalité sous prétexte qu'elle n'a pas encore abouti complètement? Est-ce que vous allez jeter nos libertés parce que tout le monde n'en profite pas encore? C'est un chemin, c'est un travail que nous devons continuer tous ensemble. Et je vais citer un exemple qui montre le drame et la perversion pour moi des idées intersectionnelles. En Belgique, notre chaîne officielle, c'est la RTBF. Et une journaliste intersectionnelle de la RTBF a voulu interviewer Angela Davis, qui est une femme noire connue pour revendiquer ses droits féministes à l'égalité. Elle est elle-même intersectionnelle. Et donc, Safia Kessas, qui est une personne d'origine maghrébine, a été refusée d'interview d'Angela Davis parce que jugée pas assez noire. Et donc, voilà à quoi conduit l'intersectionnalisme, à du racisme de rétorsion. Et moi, c'est quelque chose qui me pose un gros problème, c'est que l'intersectionnalisme est en train de conduire à un racisme anti-blanc et je trouve absolument honteux ces vidéos maintenant qui circulent en disant on peut discriminer les blancs, on peut les insulter parce que blancs, mais ce ne serait pas du racisme. Et ça, moi, ça me stupéfie parce que ce n'est absolument pas la définition du racisme. Le racisme n'essentialise pas les gens à leur couleur de peau, c'est exactement ce qui combat. Donc, voilà, le drame de l'intersectionnalisme, c'est qu'il aboutit à un racisme de rétorsion, un racisme anti-blanc, et c'est quelque chose que je tiens vraiment à dénoncer. Je trouve ça scandaleux. D'accord. Mais justement, moi, ce qui m'embête en fait dans le propos que vous venez d'avoir, je suis obligé de le dire, c'est de ramener en fait les droits et les concepts philosophiques qui ont été inventés sur notre territoire à des concepts de blanc. Mais évidemment, enfin, je veux dire, si on se coupe du fait que la laïcité, en tout cas en France, hein, les spécialistes en laïcité vont vous expliquer que la laïcité a commencé avec le traité de Westphalie, quand il y a eu une laïcisation des rapports diplomatiques entre les pays d'Europe, ce qui n'est toujours pas le cas dans les pays musulmans, par exemple. Et certains vont aller jusqu'à Montaigne et nous expliquer que la laïcité a commencé avec Montaigne, est passée par Locke, par Spinoza, vous en parlez également dans le livre, hein, Spinoza, Voltaire, qui a défendu le chevalier de la Barre, etc. Donc on connaît toute cette histoire-là, et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien tout ça est expliqué d'une manière chronologique dans le livre, donc il est très intéressant pour ça. Mais est-ce qu'on n'est pas, ma première question, j'en ai deux à ce propos, ma première question c'est, est-ce qu'on n'est pas aveugle et est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes racistes contre nous-mêmes
si on s'interdit de penser que ces concepts-là, laïcité et universalisme, sont le fruit de l'anthropologie occidentale. Et qu'en fin de compte, c'est un concept de blanc. On le veut pas, mais c'est un concept de blanc. Et dans une géographie à majorité blanche depuis des siècles, est-ce que c'est honteux finalement de l'admettre et de le regarder parce que finalement c'est peut-être un peu vrai? Je dirais pas que c'est un concept de blanc, je dirais que c'est un concept européen. Et je pense que Et en Europe, il n'y avait que des blancs pendant très longtemps quand même. principalement, Eh oui. principalement, mais Mais pourquoi c'est difficile de l'entendre? Balzac était un mulâtre, on lui a reproché aussi. Hmm. Et donc, voilà, je ne veux absolument pas rentrer dans une distinction raciale vis-à-vis de qui que ce soit. Il est incontestable que, et d'ailleurs je l'ai expliqué dans mon livre, que la laïcité et les démocraties, Là, ce sont vraiment, il s'agit pas de race, elles pardonnez-moi, sont, Marianne. Pardonnez-moi, Marianne, il s'agit pas de race. On parle d'une race parce que souvent, enfin, c'est même pas une race, on parle d'un peuple parce que souvent une anthropologie est liée à un peuple, puisque c'est ça l'anthropologie. Il s'agit pour moi de dire que peut-être ces concepts sont liés à une anthropologie, que cette anthropologie, elle est européenne avant tout, et que peut-être le reconnaître, et ben, ça fait pas de nous des racistes, ça fait juste des gens bah, qui savent lire un livre d'histoire, en fait. Pardonnez-moi de le dire brutalement, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on a honte et je crois que c'est là-dedans en fait que s'engouffrent les intersectionnels, c'est qu'en fait on a honte de nos propres concepts. Comme vous l'avez très bien dit, aussi imparfaits soient-ils, ils sont des exceptions mondiales qui ont fait de nos pays les pays où il fait meilleur vivre malgré tout ce qu'on pourrait en dire au niveau critique. Et on dirait qu'on a honte de dire que la laïcité vient du christianisme et de l'individualisme chrétien. On a honte de dire que l'universalisme, eh bien, c'est quelque chose qui est comment dire, qui descend directement du catholicisme, hein, parce que je rappelle que catholique veut dire universel, et que si l'universalisme en fait ne s'est développé à aucun autre endroit dans le monde que chez nous, c'est peut-être qu'il y a une petite raison. ben, en fait, je vais maintenir mon opinion et Bien je vais sûr, essayer de, avec plaisir. d'expliquer mon point de vue. Euh, la lutte pour l'égalité des droits a été particulièrement difficile et sanglante aussi en Outre-mer et dans des îles, Martinique, Réunion, Haïti, et des personnes noires de peau ont combattu, ont risqué leur vie justement pour ces principes d'égalité. Et donc, pour moi, donc irrémédiablement, ce n'est pas un concept blanc, c'est un concept qui est né certainement de nos philosophes des Lumières, de cette Europe qui s'est Elles remise sont en tous blancs. question. Et donc, des blancs, des noirs, je pense que toutes couleurs ont lutté pour ces libertés. Au niveau historique, l'Égypte antique était une civilisation extrêmement égalitaire. Et donc, dans d'autres civilisations, on a pu constater vraiment une égalité et l'Égypte en a fait partie. Les historiens maintenant sont tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y avait pas d'esclaves, que ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides. Et donc, voilà, moi, je pense que certaines civilisations ont eu la chance de pouvoir travailler au progrès de l'humanité. L'Europe des Lumières a été de celles-là et d'autres civilisations ont connu aussi des grandes avancées humanitaires. Et si
Cyril, si vous me demandiez dans quelle autre civilisation j'aurais voulu vivre, voilà, moi je peux vous dire certainement l'Égypte antique, parce que il y avait des progrès immenses, tant au point de vue de la médecine et D'accord, mais peut-être aussi. était-il universaliste au sens où nous l'entendons aujourd'hui? Parce que c'est ça, Mais comment dire, à la question. à partir du moment où il n'y a pas d'esclaves et où on ne fait pas de distinction d'origine, Mais quand il n'y a pas oui. d'immigration, c'est facile. Ah, mais non, parce que là non, parce que en Égypte, il y avait des batailles, il y avait des combats, et donc il y avait des échanges de population. Et donc oui, il y avait ces formes d'immigration. D'accord. Donc je pense que oui, il y avait ces mélanges aussi. Et voilà, je reste une universaliste convaincue. Je ne dis pas que Mais je vous ne voulez détiens la pas, vérité, mais vous ne voulez pas, en fait, vous ne voulez pas donner en fait un lieu de naissance à l'universalisme. Pour le coup, pour vous, l'universalisme est universel. non, l'universalisme tel qu'on le connaît est incontestablement l'enfant des philosophes des Lumières. Pour moi, c'est vraiment, c'est notre bel héritage et que on doit partager avec tous de façon égalitaire. Je ne renie pas cet héritage. Je suis consciente de l'immense chance que j'ai d'avoir pu passer ma vie à la fois en France et en Belgique. Je considère que je suis une immense privilégiée et vraiment, je reconnais l'immense chance que j'ai de pouvoir vivre dans ces démocraties totalement imparfaites, mais malgré tout, où il fait, ça fait partie des pays où il fait, où on aime le plus vivre. Ma deuxième question, du coup, à ce propos, elle était, est-ce que l'universalisme, parce que vous nous avez dit que l'universalisme était imparfait et que du coup, peut-être traitait-il mal des personnes d'anthropologie ou de couleurs différentes. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que l'universalisme est un concept philosophique qui est là pour considérer que tout être humain est un être humain et qu'il a la même valeur, on va dire, intrinsèque, et puis qu'il doit avoir les mêmes droits au niveau légal, ou est-ce que l'universalisme est là pour répondre aux discriminations? J'ai l'impression que c'est pas le travail de l'universalisme de répondre aux discriminations. Le travail de l'universalisme, c'est plutôt d'être aveugle aux différences des gens pour justement favoriser et mettre en valeur ce qui les rassemble et ce qui leur est universel. Bah, comme je l'ai dit dans ma définition de l'universalisme, c'est que on traite tout le monde de la même façon. Tout le monde a les mêmes droits, mais les mêmes obligations aussi. Les mêmes obligations aussi. Et donc, ça veut dire que si on ne veut pas être discriminé, on a aussi l'obligation de ne discriminer personne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent oublié, c'est que, et c'est un mécanisme qui est interactif et donc, ça n'est pas que des droits, c'est aussi des obligations. Et c'est très, très important. Et cette égalité devant la loi, euh, elle entraîne pas que des droits, elle entraîne des obligations. Il n'y a pas que des libertés, il y a des obligations de respecter aussi les droits des autres. C'est primordial. C'est aussi ça l'universalisme. Oui, mais du coup, c'est justement là où je voulais en venir, c'est que du coup, est-ce que l'universalisme n'est pas plus efficace quand il est aveugle à ce qui différencie un peuple sur lequel il s'applique? Est-ce que l'universalisme n'est pas beaucoup plus efficace quand il est pratiqué comme sous la quatrième République peut-être en France, c'est-à-dire qu'il est aveugle en fait aux différences entre les citoyens. Il ne voit ni ne reconnaît que des citoyens. Qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit musulman, qu'il soit vert, qu'il soit de Mars, peu importe. C'est un citoyen français, point. Mm. Oui, mais la quatrième République, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Vous en Ouais, conviendrez. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'avancée qu'on a gagnée pour les femmes, et j'en suis très heureux,
est-ce que justement, elle n'avait pas quand même, parce que tout n'est pas acheté avec le passé, parce qu'on a souvent cette tendance-là, comme tout était imparfait dans le passé, alors tout serait à révolutionner et acheter, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'ils avaient cette intelligence que nous n'avons plus? C'est justement de constater que leur peuple, eh bien, est un peuple dans lequel il faut voir ce qui est universel à tous ces gens, et nous avons, quelles que soient nos origines, quel que soit notre sexe, quelles que soient nos idées, nous avons des choses que nous partageons et qui sont universelles. Et est-ce que c'est le rôle de l'universalisme que de mettre en valeur tout ce qui nous est universel, ou est-ce que c'est le rôle de l'universalisme d'être justement attentif à tout ce qui nous divise et de favoriser un tel, ça devient compliqué et on le voit, vous le disiez avec les Et, intersectionnalistes, ils ne font plus. Au départ, ils nous disent oui, mais moi parce que je suis noir, j'ai un espèce de sentiment particulier, mais au final, on ne fait plus que voir des couleurs. Le monde, en tout cas moderne et récent, tel que je le connais moi du haut de mes 40 ans, n'a jamais été aussi raciste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de race que depuis qu'on essaye soi-disant de nier l'universalisme blanc, de ces saloperies de blanc même, eh bien, on n'a jamais été dans un monde aussi raciste que depuis, justement, qu'on nie cet universalisme et que on nous parle de décolonialisme, on nous parle d'intersectionnalité. L'avancée qui est censée nous rassembler, qui est censée de faire de ceux qui sont physiquement différents de nous, ou en tout cas au niveau de l'apparence, parce que physiquement il n'y a pas de grande différence, mais au niveau de l'apparence, eh bien finalement on se rend compte qu'on n'a jamais été aussi séparés, la société n'a jamais été aussi fracturée, et qu'on n'a jamais autant discriminé les gens sur des bases raciales en fin de compte. Parce que, bah, par exemple, en France, on peut dire que à partir de 1800, je crois, 1850, on avait déjà un député noir à l'Assemblée. Et si alors, on aimait, 1846, en fait, c'est ça, l'abolition de l'esclavage en France. alors pas en France, parce qu'en France, il n'y a jamais eu d'esclavage sur les terres françaises. Contrairement aux États-Unis, c'est plus dans les colonies qu'avait lieu cet esclavage. C'est important parce que ça nous permet de comprendre justement le développement qu'on a eu, nous, contrairement aux États-Unis, parce que souvent, je sais qu'on essaye de faire en sorte que l'Europe, ce soit la même chose que les États-Unis, mais c'est important. Et on avait déjà des députés noirs, et ces députés noirs, à l'époque, qui étaient justement en 1850, enfin dans ces années-là, qui étaient en France, eh bien, on était aveugles à leur couleur de peau, mais on était très attentif au fait qu'ils parlaient correctement français, mieux que la plupart des Français de l'époque. Ils avaient intégré la culture française, ils souhaitaient vivre sur ce sol, ils souhaitaient être des citoyens. Est-ce que c'est pas là justement qu'on a un problème aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent plus être universalistes et qui veulent plus faire partie de nos sociétés. On a des gens, j'ai l'impression, qui veulent recréer leur société d'origine sur nos terres, en fait. Et quand on vit à plusieurs anthropologies sur une même géographie, souvent, bah, il y a des frictions. Est-ce que c'est pas ça qui nous arrive? Mais c'est pour ça justement que j'ai parlé d'égalitariat. Parce Mm. que justement, je voulais abolir les frontières, toutes ces nouvelles frontières qui fragmentent notre humanité. Et c'est, voilà, je me veux totalement antisexiste. Et donc, pour moi, l'égalitariat, c'est ni matriarcat, ni patriarcat. Ouais, c'est vrai. C'est être libre ensemble, c'est la laïcité, c'est ni privilège ni discrimination, et c'est une liberté qui ne nuit pas à autrui. Et donc, ce sont des principes qui permettent justement de rassembler ce qui était épars, qui est de rassembler tous ces morcellements, tous ces particularismes qui permettent à certains de grappiller des privilèges en trafiquant la balance de la justice, de l'égalité. Et c'est pour ça aussi que j'ai abordé dans mon essai l'égalité un courage politique, j'ai abordé ce problème des accommodements raisonnables et de l'équité. Tocqueville, dans son Histoire des démocraties, lorsqu'il compare l'Amérique en démocratie naissante à ce qui se passe en France au XIXe siècle, il explique une particularité extrêmement importante à ces démocraties naissantes, c'est l'égalité des conditions.
qui permet justement de rétablir des inégalités qui sont tout à fait injustes. Vous naissez avec un handicap ou vous avez un nouveau handicap. Eh bien, il y a des choses à faire pour vous aider et c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas décidé de devenir handicapé. Vous avez une couleur de peau, vous n'avez pas décidé d'avoir cette couleur de peau. Et donc, l'équité, pour moi, c'est une notion extrêmement importante pour rétablir l'égalité des conditions chères à Tocqueville. Mais je limite ces accommodements raisonnables. Je limite ces accommodements aux autodiscriminations. Lorsque une femme veut porter le voile dans un emploi où il n'y a aucun signe religieux permis dans le règlement intérieur. Mm. Eh bien, on voudrait nous faire dire qu'elle est discriminée puisqu'elle ne peut pas exercer librement sa religion et donc par un accommodement raisonnable, on devrait tordre la balance de la justice, on devrait tordre l'égalité en lui permettant malgré tout d'accéder à cet emploi. Mais voilà, moi je considère que là, il y aurait un privilège indu pour une des religions. À partir du moment où tous les signes religieux sont interdits indistinctement, qu'il y a une totale égalité, il n'y a absolument aucune raison de tordre la balance. Mais justement, certains pourraient vous répondre, au lieu de, et d'ailleurs c'est le débat qui a lieu souvent, je crois, vous me rectifierez si je me trompe, mais en Belgique, c'est qu'au lieu de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune manifestation religieuse dans l'espace public, on pourrait aussi accepter qu'il y ait toutes les manifestations religieuses dans l'espace public et on serait dans la même égalité. Pour ne pas vous piéger, je vous dis où est-ce que je vous emmène par cette question. C'est simplement, est-ce que justement quand on définit l'égalité, donc les droits qui garantissent cette égalité, est-ce qu'il n'y a pas, comme le pense Montesquieu, une affaire de morale là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que pour nous, il n'y a pas une morale derrière l'égalité? C'est-à-dire, est-ce que l'égalité qu'on souhaite, eh ben, finalement, on l'assume pas trop, mais il y a une morale? Parce que si vous laissez chaque personne se déployer au niveau religieux dans la société, il y a égalité également. Et pourquoi vous préférez l'autre solution? En fait, le problème, c'est que chacune des trois principales religions monothéistes déclare détenir la vérité en matière de religion. Mhm. Et au moins deux des trois sont extrêmement prosélytes, c'est-à-dire qu'elles veulent recruter un maximum. Et une liberté de culte qui serait totale, ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à ce qu'on se retrouve dans une théocratie. Ça voudrait dire que c'est la religion qui décide les lois, et donc ce qui est juste, ce qui est injuste. Comment faire lorsque vous avez trois principales religions, sans compter toutes les autres, qui veulent exister? C'est déjà assez problématique et totalement impossible. Donc la seule façon de pouvoir faire coexister les différentes croyances entre elles et la non-croyance, c'est justement la laïcité et c'est justement en limitant de manière proportionnelle, comme le dit la Cour européenne de justice, cette liberté de culte. D'accord. La liberté de culte, en tant que liberté extériorisée, ne pourra jamais être absolue, parce que sinon, c'est la dictature religieuse. Et du coup, il doit forcément, si j'entends votre propos, avec lequel je suis d'accord d'ailleurs, si c'est pas très important, mais je le dis quand même. Mais du coup, Merci Cyril.
Mais du coup, si vous pensez qu'il faut limiter la liberté religieuse, et j'en suis d'accord, quel peut être le maître étalon pour savoir où est-ce qu'il faut limiter et où est-ce qu'il ne faut pas? Parce que certains vous diront, bah, un voile accepté dans un service public, c'est pas la théocratie demain. Donc on peut peut-être accepter le voile, on peut peut-être accepter l'excision, on peut peut-être accepter ces choses-là. Où est la limite et pourquoi si Oui, et en fait, vous avez oublié la lapidation aussi. Pourquoi la est-ce qu'on ne pourrait lapidation, pas oui, c'est vrai, lapider les femmes adultes? c'est vrai. Mais ça serait quelque chose, voilà. Dans le programme copieux et sympathique que les religions réservent aux femmes, il y a il y a une belle panoplie de sanctions et de contrôles. Oui, c'est Et ça. voilà, le voile est un symbole, c'est un symbole de domination sur les femmes. C'est un symbole de soumission et d'infériorisation prosélyte. Et donc, à partir du moment où, dans les principaux traités de droits humains, la Charte européenne des droits humains, on précise bien que l'homme et la femme sont égaux, euh, je ne vois pas comment on peut permettre un délit de sexisme sur la voie publique. Et donc, je sais que je dérange beaucoup parce que moi, dans ma conception de l'égalité, je ne conçois pas qu'on fasse la promotion du sexisme sur la voie publique. Et à partir du moment où un marqueur prosélyte de soumission et d'infériorisation des femmes se balade sur la voie publique, je pense que on est en totale contradiction avec cette règle de droit, qui est pour moi une règle de droit absolue, parce que, comme je l'ai dit, la liberté, toute liberté extériorisée ne pourra jamais être totale, parce que sinon, on se retrouve en dictature ou en anarchie. Mm. Et la cohabitation, le vivre ensemble, devient impossible. Et en tout cas, très, très, très malaisant pour le moins qu'on puisse dire. Euh, C'est vrai. Mais et du coup, donc, pardon, et donc, allez-y. voilà, je ne peux pas concevoir que l'espace public devienne un champ libre de promotion de l'infériorisation des femmes. Ça me semble totalement interdit avec cette égalité qui, elle, est absolue, parce que si on prévoit des exceptions à cette égalité de droit, eh bien, cette égalité, elle disparaît. Une seule exception suffit pour que cette égalité disparaisse. C'est un principe qui est absolu et d'une fragilité immense. Ouais, j'entends bien. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, hein, parce que vous le savez, les islamistes vous répondraient, oui, effectivement, je veux bien entrer dans ton expérience de pensée et dire que le voile est un symbole d'infériorisation des femmes, mais qu'en est-il de l'infériorisation capitaliste des femmes qui les réduit à un sexe sur pattes en leur imposant la mini-jupe et le rouge à lèvres? Et ils vous répondent ça, vous le savez, et qu'est-ce que vous dites à ces gens? Ah ben, jusqu'à présent, on n'a encore tué personne pour une mini-jupe ou des talons aiguilles, évidemment. Par contre, C'est on vrai. tue des femmes parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'elles le refusent. Et donc, c'est totalement inacceptable. On se rend bien compte que ce voile, c'est pas une mode comme une autre, c'est pas qu'un simple tissu. Ce voile a une signification. Et donc, ils considèrent, en fait, moi, je trouve que ce voile est d'une phallocratie épouvantable parce qu'ils considèrent que les hommes ne savent pas se contrôler, que s'ils voient une mèche de cheveux, ils vont s'affoler, ils vont sauter sur toutes les femmes, et donc que c'est des sexes sur pattes et que c'est vraiment des pauvres bêtes incontrôlables. Et je trouve que c'est une conception de l'homme que je ne partage absolument pas. Voilà, j'ai absolument de la considération pour des hommes. Ça ne veut pas dire que je considère que tous les hommes sont irréprochables, bien entendu, mais, mais c'est une conception de l'humanité que je ne partage pas du tout et qui est finalement à la fois extrêmement misogyne, mais extrêmement
phallocrate aussi. C'est vrai. Je voulais revenir sur un concept, donc bien entendu ce que vous nous avez répondu, hein, il n'y a pas de souci et je, je suis assez d'accord aussi, même si encore une fois on s'en fout un peu. Je voulais revenir sur le Mais concept non, Cyril, moi je ne m'en fous pas. je voulais revenir sur le concept de justice, enfin d'égalité que vous avez lié tout à l'heure dans le propos juste avant qu'on parle du voile à l'équité et à la justice. Et je m'interrogeais, je me demandais justement, est-ce que le but de l'égalité, finalement, c'est d'être dans une équité et une justice parfaite? Est-ce que, euh, ma question, oui, je vais la tourner comme ça, est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que c'est pas plus confortable pour nos sociétés de faire le deuil d'une équité et d'une justice parfaite parce qu'en réalité, quand on essaye d'atteindre cette équité, cette justice parfaite, on se rend compte parfois, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qu'on fait plus de mal que de bien finalement. Et est-ce qu'il n'est pas plus juste, sauf dans des cas évidemment extrêmes, je veux dire, voilà, évidemment qu'il faut mettre, il faut mettre des choses en place pour les gens qui sont en fauteuil roulant, qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas entrer dans les bâtiments administratifs. Hein. Je suis pas en train de dire que il ne faut pas faire ça, mais je me dis qu'en se rendant trop sensible à toute différence entre les gens, on exacerbe et on ne voit plus que ces différences, on ne voit plus ce qui est universel et au final, tout ça pour quelque chose qui finalement est utopique. Est-ce que on ne doit pas aussi se dire, comme pourrait le dire Spinoza, puisqu'on parlait des lumières, même si c'est une pré-lumière Spinoza, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'il y a des règles dans la nature et que bah, ces règles, il faut juste se rendre compte qu'elles sont nécessaires, nécessaires non pas au sens de utile, mais nécessaires au sens de c'est la nécessité de l'existence au monde. Je veux dire, sinon on va commencer à dire qui est plus intelligent que qui, et du coup, bah, il faut qu'on rende plus intelligent lui, parce que lui, il l'est pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans cette exigence d'équité et de justice? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que le monde aussi, eh bien, a une part d'injustice et qu'il faut tolérer cette part d'injustice aussi? Moi, je suis une profonde idéaliste et je Hmm. crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. On se rend bien compte que l'égalité dans les faits n'est pas encore réalisée malgré cette égalité de droit pour tous. On se rend bien compte, il suffit de se promener dans la rue, euh, on se rend bien compte que cette égalité n'existe pas encore dans les faits. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas encore dans les faits que justement on doit baisser les bras. Je pense qu'on doit tous s'y mettre pour essayer d'améliorer les choses. Alors, je pense que la démocratie, l'égalité, la liberté, ce sont en art contemporain, qui est une de mes passions, on dit c'est work in progress. Ouais. C'est-à-dire que ce sera jamais terminé. C'est un travail permanent. Et je pense que l'avancée de nos connaissances vont nous permettre de plus en plus, je l'espère, d'améliorer cette situation, d'améliorer cette égalité des chances. Ce qui ne veut pas dire que ça soit un blanc-seing à toutes les exigences non plus. C'est pas du tout le propos de mon ouvrage. Et c'est pour ça que j'ai abordé aussi les accommodements raisonnables ou pas. J'ai abordé aussi la question dans mon livre de l'anarchie. J'ai parlé de la Commune de Paris. Je parle aussi dans mon livre de la désobéissance civile et quand elle peut être considérée comme positive, constructive ou non. Et donc tout ça, pour moi, ce sont des balises justement pour que on ne se retrouve pas dans une anarchie où chacun, compte tenu de son petit particularisme, veut grappiller un petit privilège, un petit avantage sur les autres. C'est aussi un danger. Et donc, c'est le danger de la dictature des minorités. Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'à mon avis,
au niveau de l'universalisme, là, on arrive au cœur du problème. C'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce qu'on fait la différence entre un petit, comment dire, un petit droit supplémentaire qu'une communauté essaye de nous, pardonnez-moi de parler de manière cavalière, mais un petit droit qu'une communauté essaye de gratter dans l'espace public, comment on fait la différence entre ça et quelque chose qui véritablement relève de l'égalité? Comment on peut faire la différence entre les deux? Mais justement, j'en ai parlé lors des accommodements raisonnables. Pour moi, l'équité, qui a un sentiment de justice pour réparer une discrimination, doit être actionnée uniquement quand cette discrimination, quand quand cette rupture d'égalité est indépendante de notre volonté. Donc, si on D'accord. agit pour créer soi-même cette discrimination, euh, moi, ça me pose un problème après pour trafiquer cette balance de l'égalité par l'équité. Et là, je me demande où est la justice et ce sentiment de justice que nous avons tous, que même les bonobos ont, que même certains chiens peuvent vivre aussi lorsque vous avez deux chiens et que vous ne donnez à manger qu'à un seul chien devant l'autre. Est-ce que vous croyez que l'autre chien n'aura pas un sentiment d'injustice? C'est Hmm. quelque chose, c'est un sentiment que nous partageons avec de nombreuses espèces et donc qui n'appartient pas qu'à l'humanité. Et c'est un sentiment qui est extrêmement fort puisque ça va créer des révoltes, des révolutions, ce sentiment d'injustice. C'est pour ça aussi que je me suis attachée à ce principe d'égalité. Comment est-ce qu'on peut créer une société justement où on peut apaiser ces sentiments d'injustice pour être plus heureux ensemble, pour qu'il y ait ce progrès de l'humanité auquel nous aspirons tous. D'accord. Donc j'ai bien compris où est-ce que vous mettiez effectivement le curseur, c'est-à-dire qu'en gros, nous ne devons réparer au niveau des discriminations que ce qui n'est pas le choix de l'individu. C'est-à-dire que Oui, effectivement, pour illustrer un peu le propos, pour ceux qui ne verraient pas de quoi on parle précisément, quelqu'un qui est noir, il n'y peut rien d'être noir. En revanche, quelqu'un qui porte le voile, c'est son choix de porter le voile, et donc du coup, ce n'est pas une discrimination, c'est une autodiscrimination si j'entends le propos et puis aussi ce que j'ai compris du livre. oui, mais je voudrais apporter une petite nuance qui est très très importante aussi, c'est Mhm, que certaines femmes disent qu'elles portent le voile par choix, mhm, mais ce n'est pas la réalité. Elles sont mhm, obligées de le porter. Et comme nous ne pouvons absolument pas sonder les esprits, les âmes et les cœurs, et que nous n'avons absolument pas ce pouvoir de pouvoir dire que quelqu'un a apporté un consentement mhm. libre, éclairé, spécifique, préalable et explicite, puisque ce sont les 5 conditions à ce qu'un consentement soit juridiquement valable, comme on n'est absolument pas capable de prouver que ce consentement est totalement fondé, il faut pouvoir trouver une règle intangible pour pouvoir aussi protéger des personnes dont on a imposer certaines restrictions de liberté. Et donc, moi, c'est une chose aussi qui me pose problème, c'est lorsqu'on parle de liberté de porter le voile, alors que c'est une liberté seulement de renoncer à sa liberté. Et pour moi, renoncer à sa liberté, ce n'est pas l'équivalent de la liberté. Je suis d'accord, mais encore une fois, je me fais l'avocat du diable parce que ça Oui, permet de préciser votre pensée et je trouve que c'est intéressant, mais souvent les gens vous répondront, alors après on rentre dans des débats philosophiques, mais qu'est-ce que la liberté? Spinoza vous dirait pas grand-chose. Mais du coup, on pourrait appliquer ça à n'importe quoi. Je vais prendre mon exemple à moi. Par exemple, je suis végétarien. Mes enfants, sauf pour l'un d'entre eux que je laisse faire ses découvertes parce que
eh bien, il veut faire autrement. Mais mes autres enfants sont végétariens. Ils sont végétariens parce qu'ils voient leur papa être végétarien. Sont-ils libres? Moi, je ne pense pas, pas encore. C'est quelque chose qui interviendra plus tard et ils auront un jour la liberté de dire papa, t'as raison et je continue à te suivre ou papa, t'as tort et en fait, je vais arrêter de te suivre. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on dit pour le voile, on pourrait le dire pour n'importe quoi. Et donc, du coup, pourquoi n'interdire que le voile? Parce que c'est sexiste, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais on pourrait Abso- dire, allez-y, allez-y, pardon. Absolument. Je suis pour la liberté de culte à partir du moment où ce culte respecte les droits et libertés de chacun. Mais à partir du moment où un acte fait la promotion du sexisme, Hum. voilà, je trouverais qu'il est prohibé, tout comme un acte qui ferait la promotion du racisme. Voilà, je trouve que le voile est aussi épouvantable pour moi que t-shirt où il serait écrit que les Noirs sont des personnes inférieures. Voilà, je considère qu'on n'a pas à traiter les femmes par un marquage, les mettant soumises et inférieures. Alors avant de passer aux résolutions ou aux angles d'amélioration possibles dont vous parlez, j'aimerais qu'on aborde une dernière question. C'est est-ce que l'égalité dont vous nous parlez et à laquelle vous aspirez, est-ce que c'est une égalité sans frontières ou est-ce que c'est une égalité encore à l'intérieur des frontières et donc une égalité de blanc? Donc, à nouveau, moi, je suis vraiment une utopiste. Mon souhait le plus cher, c'est que partout dans le monde, tout être humain puisse avoir les mêmes droits, les mêmes libertés, et vivre dans une démocratie qui lui permette justement de jouir des libertés publiques et fondamentales. Donc ça, c'est vraiment un souhait. Il y a une petite nuance que je voudrais aborder, c'est la différence entre droit et liberté. Hmm. Euh, liberté, ça veut dire simplement agir sans contrainte. Hmm. Dans un droit, c'est une liberté qui a un débiteur et un créditeur. Hmm. Et donc, une personne qui a un droit, euh, eh bien, elle a la possibilité de le réclamer à une entité institutionnelle, que ce soit un État, une structure institutionnelle, une mutuelle. Donc, Hmm. c'est un droit, c'est une liberté qui a un créditeur et un débiteur. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la plupart de nos droits et libertés sont accrochés à un territoire. Et donc, nous avons nos chartes fondamentales qui sont nos constitutions, qui regroupent nos principaux droits et libertés et donc qui sont bien entendu attachés à chacun de nos États. Et nous avons les traités internationaux auxquels ont souscrit certains États pour donner à leurs ressortissants ces droits et libertés. Et Hmm. donc qui sont à chaque fois accrochés à un territoire du traité ou un territoire d'un État qui a signé soit une charte fondamentale, une constitution, soit un traité international. D'accord. Ce qui veut dire que malgré votre idéalisme assumé, il y a quand même un principe de réalité qui veut que le droit est attaché à un sol quand même. Ah, bien entendu, euh,
on vit dans des États qui n'accordent pas à leurs ressortissants les mêmes droits et libertés. Et je crois que c'est pour ça aussi que l'Europe est si populaire en matière de terre d'immigration. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup plus de droits et de libertés. Hmm. Mais c'est sûr, et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir pour finir avec ce point-là, c'est que si le droit est attaché à un sol, pardonnez-moi d'y revenir, ça veut dire que bah, le peuple historique, c'est quand même quelque chose d'important en fait dans l'analyse en fait du droit d'un pays, parce que bah, le droit d'un pays est quand même le résultat de la philosophie et de la philosophie politique et de l'histoire et peut-être même de la géographie d'un pays. Mais c'est pas là où Je je voulais en suis, venir. mais je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je repars d'un contexte historique parce Hmm. que il faut pas euh, il faut se rendre compte que les choses ne sont pas venues comme ça d'un coup de baguette magique par génération spontanée. Il n'y a pas une petite fée qui est arrivée pour dire à certains ressortissants d'un État vous serez dotés de tels droits et de telles libertés. Ça a été des combats humains pour gagner ses libertés. Et ça s'est fait dans le sang, la sueur et les larmes. Mais c'est justement là où je voulais en venir, parce que c'est vrai que dans votre livre, vous parlez aussi de quelque chose qui est intéressant et qui nous permet de faire une comparaison, c'est du droit des femmes en Algérie. Mhm. Et à ce titre, voilà, vous nous en parlez pareil de manière historique, et je trouve que c'est intéressant, parce que justement, on peut pas s'empêcher de voir qu'on a une population qui émigre massivement du Maghreb vers l'Europe, et cette population arrive avec, j'y reviens, pardonnez-moi, parce que c'est un, je pense, un angle mort de nos sociétés, ils arrivent avec une anthropologie et des cultures complètement différentes. Et du coup, si on donne les mêmes droits à des personnes qui ont une manière et une anthropologie complètement différentes, est-ce qu'on arrive finalement à une égalité en fait? Est-ce qu'au final, ben, on est vraiment dans l'égalité? C'est-à-dire qu'en gros, la question est plus philosophique, c'est est-ce qu'on peut traiter de la même manière des peuples qui sont totalement différents? Sur un même territoire, pour moi, c'est indispensable pour garder une paix civile. Parce que si vous introduisez des discriminations, il y aura ces sentiments d'injustice et les révoltes qui y seront associées. Par contre, D'accord. je considère aussi que on n'est pas non plus suffisamment à cheval sur les obligations inhérentes aux droits que l'on accorde. Et je regrette souvent laxisme par rapport au respect de nos lois qui sont indispensables justement pour le maintien de cet équilibre si fragile. Ouais, parce que le problème, c'est qu'après, on a justement, au nom de nos principes dévoyés, on a par exemple dans les années 70-80, on a Madame Mitterrand qui défendait l'excision, hein, c'est souvent une spécialité de gauche, au nom de la tolérance, puisque la tolérance est devenue aujourd'hui une religion, hein. Voltaire nous rappelait pourtant que la tolérance, c'est la capacité à pouvoir dire non et franchement, ce qui donne tout le poids et toute l'humanité au oui que l'on donne le plus souvent. Mais comme on sait plus dire non, et bien du coup, et le oui et le non sont dévalorisés. Et aujourd'hui, on voit le même phénomène à gauche, c'est-à-dire qu'on a des gauches occidentales, peut-être, j'allais dire plutôt européennes, mais non, même pas. Aux États-Unis, c'est pareil, mais on a des gauches qui défendent le voile comme un droit, en fait, comme un droit. Un droit à l'autodiscrimination pour moi. Je trouve Exactement. ça, mais en fait, je trouve que ça ressemble à une forme de néocolonialisme de certaines femmes qui, elles, ne se voilent pas, mais qui vont reconnaître ce droit à l'autodiscrimination pour d'autres femmes. Et je n'arrive pas à comprendre du tout. Je considère que c'est vraiment un manque d'empathie. Je trouve ça affreux de s'être libéré soi-même de d'une bonne dose de patriarcat et d'être totalement insensible à celui que d'autres femmes peuvent subir. C'est quelque chose, moi, qui me chagrine beaucoup. Moi, je souhaite que les femmes et les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau,
quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent avoir les mêmes droits totalement. D'accord. Peut-être une dernière question quand même là-dessus, parce que ça me taraude un petit peu, mais c'est que, par exemple, la loi de 1905 en France, la loi qui est une loi de séparation, que beaucoup appellent loi de laïcité, ce qui est pour moi une absurdité, parce que déjà, il n'y a pas le mot laïque dans cette loi. Elle est la Absolument. conséquence de la laïcité, mais elle n'est pas une loi de laïcité. C'est une loi de séparation, et cette loi de séparation nomme les chrétiens. Et ma question, c'est aujourd'hui, je veux dire, personne ne pourra nier qu'on a une montée en flèche de l'islamisme au sens peut-être civilisationnel du terme pour moi, même si je sais que c'est mal vu de le dire. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas besoin quand même, j'y reviens, d'une loi qui nommément nomme l'islam parce que, comment dire, l'état du catholicisme n'est pas l'état de l'islam aujourd'hui. Et encore une fois, j'y reviens, quand on n'est pas dans une égalité formelle ou une égalité euh, parfaite dans laquelle sont ces deux religions. Elles ne sont pas dans le même état, donc elles sont inégalitaires. L'une est déclinante et l'autre est plutôt ascendante. Est-ce que, avec une loi strictement égalitaire entre les deux, est-ce qu'on peut s'en sortir ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt une loi qui quand même cible l'islam parce que nous reconnaissons, nous avons le courage de reconnaître sans être raciste que cette religion pose plus de problèmes que les autres. Moi, j'ai pas de problème avec les shintoïstes, ils font pas de prière de rue, ils se font pas sauter dans mon pays, ils attrapent pas des gens pour les égorger. J'ai pas de problème avec les bouddhistes, j'ai des problèmes avec les musulmans. Et du coup, est-ce que ce serait pas quand même quelque chose d'intéressant de reconnaître cela, mais du coup, ça nous forcerait à être inégalitaires en vue, ça nous forcerait d'être inégalitaires dans les lois en vue d'une égalité factuelle. Ma question est compliquée, peut-être un peu tordue, Non, 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 mais non, non, j'espère avoir bien compris. Et donc, euh, je vais répondre à cette question que je trouve très, très intéressante parce qu'en fait, il reparle de l'intérêt de ne pas faire de loi d'exception ni de loi d'urgence en fonction d'événements factuels qui tiennent à l'actualité. hmm, Aujourd'hui, c'est vrai que le catholicisme est déclinant, mais ça pourrait être, dans quelque temps, ça pourrait être le contraire. Voilà, donc euh, l'avantage du principe d'égalité, encore une fois, c'est de pouvoir générer un sentiment de justice qui apporte aussi une paix civile et je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il ne s'agirait pas non plus de traiter des musulmans qui font des efforts, qui se sont intégrés, qui ne posent aucun problème à la communauté, de les traiter comme des terroristes alors qu'ils ne dérangent personne et qui n'embêtent personne. Ce serait absolument injuste. Et l'avantage de l'égalité, c'est vraiment de traiter tout le monde sur le même pied, de ne pas créer de loi d'exception et d'essayer d'atteindre une, une paix civile et une manière de vivre libre ensemble et en paix, parce que c'est quand même cet état qui peut nous procurer à tous le plus de bonheur. d'accord. Bien compris. Et donc, du coup, si on veut aller dans les angles et les perspectives d'évolution, justement, alors on a bien compris que l'égalité était au centre et même au cœur de votre réflexion et qu'il faut impérativement être égalitaire, en tout cas au niveau légal, hein, si j'entends bien. Mais du coup, on voit bien que c'est pas le chemin qu'on prend. Est-ce que vous estimez donc que finalement les lois, puisqu'on voit qu'on va dans le chemin inverse, donc est-ce que les lois que l'on a aujourd'hui chez nous
ou que l'on vote actuellement, est-ce qu'elles sont inégalitaires et est-ce que c'est la cause du coup de ce que l'on voit sous nos yeux ou est-ce qu'il y a d'autres causes que vous identifiez? Et du coup, bah, comment retourner dans le bon sens qui nous emmènerait vers plus de solidarité, de fraternité et de paix civile? J'aimerais bien que vous me parliez plus de ce qui vous préoccupe pour que je sois à même de répondre vraiment à votre question. En fait, ce qui me préoccupe, quand je pose cette question, ce qui me préoccupe, c'est tout simplement de dire, aujourd'hui, nous voyons clairement que la société est en train de se fracturer. Elle se fracture sur des lignes religieuses, sur des lignes ethniques, et du coup, si je garde votre grille d'analyse, c'est qu'on est inégalitaire. Mais du coup, est-ce qu'on est vraiment inégalitaire et est-ce que nos lois sont inégalitaires? C'est ça ma question. Et il y a certaines lois restent inégalitaires, bien entendu. Et donc, c'est pour ça qu'on peut toujours améliorer les choses par un travail législatif. Hmm. Voilà, donc j'ai parlé aussi de la parité dans mon livre où j'explique Sujet très important, oui. voilà, où j'explique ce combat, mais là, je n'ai abordé qu'un tout petit pan de cette parité. J'ai abordé uniquement la parité d'un point de vue droit électoral, mais cette parité existe aussi dans la direction d'entreprise, dans le monde économique. Bah, c'est là où je Et voulais, pardonnez-moi Marianne, c'est là où je voulais vous amener, c'est que dans les postes de résolution, là, je l'ai repris, vous parlez d'éducation, vous parlez d'emploi, vous parlez effectivement d'entrepreneuriat, et voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quels sont les angles d'amélioration sur ces points-là, s'il vous plaît. mais ils sont nombreux. Je les ai énumérés dans mon livre de façon un peu précise parce qu'en fait, je me suis reposée sur des travaux d'organismes internationaux. Je me suis reposée sur les travaux de l'OCDE. Je me suis reposée sur les travaux de l'OIT aussi. Et donc, ah oui, ça, c'est un schéma que j'aime particulièrement. Euh, Pareil, ce, c'est pour ça que je le montre. ce schéma-là, ce schéma-là, il parle de la laïcité, de l'égalité, de la démocratie. Et donc, ce schéma, enfin, tout au long de mon livre, j'ai fait des recherches historiques, philosophiques, juridiques, politiques, pour essayer de retrouver quelles étaient les conditions constitutives de la démocratie. Et jusqu'à présent, j'avais pas vu des auteurs ou autrices qui avaient fait cette démarche d'identifier quelles étaient les conditions constitutives d'une démocratie. Ça m'intéressait particulièrement. Donc, j'ai fait des recherches dans ce sens. Et je me suis aperçue que vraiment, et Montesquieu et Tocqueville l'explicitent pleinement, l'égalité de droit est une condition de la démocratie. Mm. Et, et donc, une autre condition de la démocratie serait également la laïcité. Pourquoi? Parce que la laïcité est la seule façon égalitaire de traiter différents croyants et non-croyants et de les mettre sur un pied d'égalité. Et donc, cette laïcité remplirait donc ce principe d'égalité de droit qui est admis par tous, puisque inscrit dans les principaux traités de droits humains, même en général à leur article 1, donc montrant bien la prééminence de ce principe sur tous les autres. Et donc, la laïcité est pour moi une condition de la démocratie, puisque remplissant seul cette condition d'égalité. Et c'est pour ça que je fais sortir la laïcité
du champ historique français et que je l'inscris dans un universalisme parce que plusieurs démocraties ont identifié l'égalité comme une condition et donc pas que la démocratie française. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de montrer que la laïcité est indispensable pour toute démocratie. Et j'en suis parfaitement d'accord. Effectivement, la laïcité est indispensable à toute démocratie. Maintenant, c'est vrai que sortir la laïcité française de son historicité est quand même pour moi compliqué, en ce sens que la laïcité française est une laïcité spécifique et qui justement est née de son histoire. Quand on regarde par exemple une grande démocratie comme les États-Unis, la laïcité américaine n'est pas la laïcité française parce que la laïcité américaine est issue de l'histoire américaine, qui sont des colons anglais qui ont fui l'inquisition religieuse et qui du coup, une fois arrivés sur la nouvelle terre, ont fait du droit religieux un droit sacré. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la laïcité, c'est justement l'expression de la religion sans quasi aucune limite. Alors qu'en France, nous avons une histoire différente, une histoire qui nous dit que, eh bien, finalement, la France a acquis sa liberté au niveau politique en rejetant justement le pouvoir politique de l'Église et en la renvoyant chez elle. Et du coup, bah, ça fait en sorte que nous n'avons pas du tout la même conception de la liberté religieuse et donc de la laïcité. C'est-à-dire que pour un Français, la laïcité, c'est la neutralisation du religieux, ce qui est conforme à son histoire, alors que pour la plupart des pays européens qui sont calés sur la laïcité américaine, c'est plutôt la neutralité. Hein. Et c'est pour ça que souvent les Français ne comprennent pas les autres laïcités et que les autres ne comprennent pas les Français. Très souvent, on voit le Huffington Post expliquer que la France est raciste ou peut-être le Washington Post des États-Unis qui ne comprend pas ce que fait la France. Parce que pour un Français, la laïcité, c'est pas seulement la neutralité, parce que la neutralité, c'est en gros débrouillez-vous, faites ce que vous voulez entre vous, les religions, tant que vous respectez le cadre légal, on vous dit rien. Alors que pour un Français, véritablement, et c'est pour ça qu'on a autant de débats et de polémiques chez nous en France, c'est que pour un Français, il me semble en tout cas, que la laïcité, c'est la neutralisation justement des religions dans l'espace public. Et on leur laisse très très peu d'espace, parce que pour un Français, la religion, elle n'est légitime que chez soi. Et c'est ce que très peu de pays arrivent à comprendre. Donc pour moi, c'est quand même important de l'inscrire là-dedans. D'ailleurs, quand on parle, pardonnez-moi, je parle beaucoup, mais quand on parle de la laïcité française, on parle de laïcité universaliste. Et c'est là où je voulais en venir, du coup, parce que Oui, c'était une question. mais Du... ça m'intéresse beaucoup parce que je me suis penchée aussi sur ces différents concepts et je me suis posé la question aussi de voir où menait le communautarisme anglo-saxon. Parce qu'en fait, il s'agit de dérives du droit anglo-saxon. Moi, voilà, je suis une juriste, donc je regarde les règles qui régissent les sociétés. Et donc, le droit anglo-saxon, c'est un droit qui est jurisprudentiel, contrairement à nos droits qui sont issus du droit romain et donc de la règle écrite. Et On y donc, revient. ça, Ces saletés de blanc, on y revient. Ça vient bien de chez mais nous. mais les blancs anglais ont aussi adopté ce droit communautariste qu'ils ont exporté aussi aux États-Unis et qui crée des drames épouvantables puisqu'en fait ce communautarisme revient en Angleterre à mettre sur le même pied les tribunaux officiels et des tribunaux de la charia sur le même pied. Donc c'est absolument dramatique. Il y a une rupture totale d'égalité. Imaginez, Cyril, vous vivez en Angleterre, vous êtes tombé amoureux fou de Fatima, mais problème avec Fatima, vous voulez divorcer. Mais elle va vous enlever vos enfants parce que elle va avoir le soutien du tribunal de la charia parce que vous n'êtes plus musulman. Et donc, on va vous enlever vos enfants, vous n'aurez plus droit à voir vos enfants
enfants. Et tout ça va être commis avec l'aval du système juridique anglais. Et c'est absolument abominable parce qu'il y a une rupture d'égalité des droits entre des citoyens britanniques, puisqu'on tolère donc des droits différents, des tribunaux différents, et c'est une calamité, c'est épouvantable parce qu'on va admettre des droits différents sur un même territoire. Voilà où mène le communautarisme, mais moi je vois les choses de façon encore beaucoup plus noire. C'est les derniers événements de cet été en Angleterre qui ressemblaient à la guerre civile suite au massacre de petites filles qui avaient commis l'infraction épouvantable de danser sur du Britney Spears, je crois, et donc elles ont été assassinées sauvagement, avec un sentiment de révolte épouvantable d'une population qui n'en peut plus de voir que n'importe quoi est permis sur ce territoire. Et donc, voilà, moi je pense que plutôt que d'arriver à une guerre civile, à l'affrontement des extrêmes, je pense qu'on a besoin d'égalité, qu'on a besoin de défendre nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, pour éviter justement ces conflits, puisque des droits différents sont admis sur un même territoire. C'est vrai, et d'ailleurs, c'est là où on voit toute la pertinence de votre livre, parce qu'effectivement, quand il y a rupture d'égalité en droit, eh bien, ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est d'ailleurs mon souci. Je voulais dire deux choses. La première, c'est que il faut se rappeler que, vous avez parlé des Lumières à très juste titre tout à l'heure, il faut se rappeler que l'ambition des Lumières, c'est de rappeler que la seule chose qui est universelle entre les êtres humains, entre tous les êtres humains, c'est la raison. C'est pour ça que la raison est notre seul et ultime guide normalement. Même si évidemment nous ne sommes pas des êtres de raison et que c'est pas si simple. Mais en tout cas, normalement, la raison est la seule chose que nous partageons entre nous tous. Et c'est pour ça que c'est elle qui doit nous guider parce que c'est la seule qui est capable de nous rassembler, la raison. Et j'aime bien ce petit mot de Régis Debray, encore un gros facho d'extrême droite, qui disait que la démocratie, et il ciblait la démocratie américaine, c'est dans son livre Civilisation, il disait la démocratie, c'est ce qui reste de la République quand on a éteint les lumières, avec un grand L évidemment. Et ce que je veux faire entendre par cette citation de Régis Debray, c'est qu'en gros, il faut toujours rester dans le domaine de la rationalité et de la raison, et il n'est pas raisonnable sur un même territoire d'avoir des droits différentiels. Mais je voulais pousser un petit peu plus loin et parler d'immigration et de flux migratoires. Parce que quand on a une immigration qui n'est pas contrôlée, avec des gens, j'y reviens, qui viennent avec une anthropologie qui est différente. On va reprendre votre exemple où vous nous disiez que, effectivement, une petite fille a été tuée parce qu'elle dansait sur du Britney Spears. Mais ça n'arriverait pas dans un pays musulman. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens ont la même anthropologie, qu'ils ne viendraient pas à l'idée d'une petite fille de danser sur du Britney Spears d'une manière aussi inconséquente dans ces pays-là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression, nous, que les gens, quand ils arrivent chez nous et qu'ils passent la frontière, hop, il y a un formatage, là, comme les ordinateurs, on efface tout, et puis ils deviennent comme nous. Et c'est là où je veux en venir, où moi je trouve les limites de l'égalité, c'est que si on traite également des gens qui ont cette anthropologie et qui viennent de cet espace mental, si on les traite comme ceux qui sont déjà là, qui sont nés là, qui ont déjà été assimilés à nos cultures et à nos valeurs, on ne peut aboutir qu'à des drames, parce que forcément, et à de l'insécurité, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est en sécurité dans une société? C'est que nos semblables, en fait, on arrive à savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont prévisibles. Et pourquoi ils sont prévisibles? Parce qu'ils ont dans la tête les mêmes règles que les nôtres, et qu'on sait à peu près, sauf s'il y a un fou, sauf s'il y a quelqu'un qui est malade, sauf événement particulier, on sait à peu près comment les autres vont réagir autour de nous. Sauf quand nous vivons avec des anthropologies différentes sur le même sol, parce que ne connaissant pas l'anthropologie qui arrive chez nous, eh bien, on ne sait pas en fait comment vont réagir ces gens et ça crée de l'insécurité. Alors, ça va pas toujours jusqu'au meurtre, hein, c'est simplement parfois ce que certains nomment et certains nient et qu'on appelle l'insécurité culturelle, c'est qu'on ne sait pas quelle va être la réaction de quelqu'un dont on ne connaît pas l'anthropologie. On appelle ça du racisme, c'est simplement qu'on se méfie
de quelqu'un qui n'a pas la même culture que nous, parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Ça crée de l'insécurité. Et c'est là où, pour moi, je pense qu'on ne peut pas traiter ces gens de manière égalitaire, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce que pour les traiter de manière égalitaire, il faudrait qu'ils aient en fait assimilé notre culture, peut-être assimilé de loin. On a parfois des immigrés qui de loin aiment la France ou la Belgique et qui du coup s'assimilent à distance. Quand ils arrivent, ils sont déjà prêts. Mais c'est une extrême minorité. La plupart des gens qui arrivent dans nos pays, eh bien, vivent comme dans le pays dans lequel ils étaient. Ils reconstituent ces pays en communauté, en diaspora, et on vit avec des anthropologies différentes. Et selon moi, pour revenir à votre propos, Marianne, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte qu'un jour, on va être les uns en face des autres, avec des cultures et des anthropologies différentes, et on va se dire, écoutez, non, ce territoire est à moi. Et on va se battre pour cela parce que on ne vit plus de la même manière. Et sans assimilation, je ne sais pas comment on peut vivre de la même manière sur un même sol. Je ne sais pas faire. Je ne connais pas de concept qui permettent d'être en sécurité, en égalité avec des gens autour de nous sans assimiler, en fait. Je ne sais pas faire. Est-ce que vous avez une idée? Ouais, c'est un vaste sujet, hein. Je n'aurais pas la prétention de résoudre le problème que vivent nos démocraties occidentales et européennes. Euh, ce que je remarque, c'est que depuis des années, il y a un débat, notamment en Belgique, sur des parcours d'intégration, sur des personnes qui sont notamment demandeurs d'asile. Et je pense que voilà, c'est indispensable. Je crois que ces parcours d'intégration sont indispensables. On doit pouvoir donner les exigences minimales à la cohabitation. Voilà, notre égalité, et celle qui pose évidemment le plus de problèmes, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, ce sont des choses, on doit expliquer que ce sont des valeurs intangibles de notre civilisation, de nos démocraties. Et Mais à partir ça suppose, pardonnez-moi Marianne, ça suppose une antériorité. C'est-à-dire, ça suppose de dire à des gens, vous êtes chez nous, vous devez respecter les règles de chez nous. Et ça, on a du mal à le exactement, dire. Hmm. exactement. Et c'est là où je veux continuer cet égalitariat. C'est ni privilège, ni discrimination. Et on doit donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas eu notre éducation, on doit leur donner la possibilité d'apprendre quelles sont nos règles, pourquoi on les a édictées ainsi et pourquoi nous considérons que ce sont des règles intangibles pour vivre sur un territoire donné. C'est vrai qu'on ne fait plus du tout ça, vous avez raison. Les gens arrivent ici, ils doivent respecter des règles, ils ne savent même pas pourquoi. Elles leur paraissent injustes tout simplement, non pas parce qu'ils sont des gens méchants, mais parce qu'ils ne les comprennent pas. Je me souviens d'un ami qui m'avait raconté qu'une militante communiste lui disait à quelqu'un qui venait, je crois, du Yémen et qui avait demandé l'asile politique en France, et elle lui disait, mais écoute, viens chez nous, tu auras la liberté. Et le Yéménite lui disait, ah oui, chez vous, c'est la liberté, ah oui, je suis bien dans un pays de liberté, etc. Mais ces gens-là, quand ils parlaient de liberté, ils parlaient pas de la même chose, parce que ce qu'il s'est passé, c'est que ce Yéménite a mis son enfant à l'école, il l'a voilé, et finalement, à l'école, elle a été refusée. Et du coup, il s'est embrouillé avec la professeure et puis il a tapé le directeur. Et du coup, la militante communiste qui connaissait cette personne et qui trouvait en lui quelqu'un d'extrêmement gentil s'est posé la question. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie le voir, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, vous m'avez menti, vous m'avez parlé de pays de liberté. Normalement, j'ai la liberté religieuse et la liberté de voiler ma fille. Et là, vous êtes des menteurs, c'est pas un pays de liberté. Finalement, vous nous imposez. Et en fait, le problème, c'est que quand on parle de liberté, eh ben, c'est là où vous en venez, Marianne. C'est-à-dire que ces gens-là ne comprennent pas la liberté de la même manière que nous. Et si on leur explique pas, on est fautif aussi. Mais Voilà, c'est pour maintenant, ça que je pense que des parcours d'intégration, de formation, que l'éducation
sont indispensables justement pour expliquer nos valeurs et nos règles. Et ça permet justement euh, d'améliorer les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de dérapage. De toute façon, même parmi nos nationaux d'origine, il Bien y a des sûr, dérapages. bien Donc, sûr. mais je pense que c'est indispensable, c'est de former, d'informer et d'expliquer et inlassablement de manière à montrer que finalement, comme disait Churchill, la démocratie est le moins mauvais système politique existant à ce jour. C'est vrai. C'est vrai, mais ça suppose aussi de pratiquer une véritable tolérance. Et quand j'entends par la tolérance, je vais préciser mon propos. Je ne parle pas de la religion de la tolérance imbécile qu'on voit de partout en Occident aujourd'hui, et notamment à gauche. Je parle de la capacité à dire non, c'est-à-dire qu'effectivement, si on met en place un parcours d'intégration, il faut aussi avoir la capacité à dire, écoute, clairement, on voit que tu ne veux pas t'intégrer, au revoir. Ça suppose Mais ça, une règle sans sanction est une règle inexistante. on est d'accord. C'est un principe de droit. Quand on parle de règles, c'est vous qui avez le dernier mot parce que vous savez absolument de quoi vous parlez et vous avez raison, j'aime bien cette définition. Une règle qui n'a pas de sanction, eh ben, elle ne sert à rien, c'est pas une règle. Ouais, vous avez raison, je vais la garder celle-ci. En tout cas, pour tous nos téléspectateurs, pardon, je les encourage à lire L'égalité, un courage politique. Encore une fois, c'est un livre où il y a énormément de références. C'est un livre chronologique, c'est un livre comparatif parce qu'on parle aussi un peu de l'Algérie, donc du coup ça nous permet d'avoir une comparaison avec ce qui s'est passé chez nous. Ça nous rappelle l'histoire du féminisme, ça nous rappelle l'histoire de l'égalité, ça nous rappelle tout un tas de choses. Et ce livre nous rappelle que l'égalité, en fait, est à la base bien, de pratiquement tout dans nos démocraties et à la base de la démocratie même. En tout cas, c'est la théorie de Madame Bruck. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire, même si c'était il y a un moment, parce qu'on s'est loupé un moment avec Marianne, surtout à cause de moi. Mais voilà, c'est un très très bon livre que je vous encourage à lire et je vous mettrai un petit lien en description si vous voulez aller acheter le livre. Merci en tout cas, Marianne, pour le temps accordé et merci pour cette interview et merci pour ce fabuleux livre qui a été finalement extrêmement instructif pour moi parce que j'y ai appris des choses évidemment, mais aussi il a stimulé ma réflexion et j'aime beaucoup les livres comme ça, donc voilà, il stimulera la réflexion de toutes les personnes qui liront ce livre. Merci à vous, Marianne. Merci beaucoup, Cyril, et merci beaucoup pour votre ouverture d'esprit et la liberté que vous accordez à vos interlocuteurs de pouvoir vous exprimer sans contrainte. Merci. Merci à vous.